On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 68. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Eh bien, merci Jason. Salutations à toi aussi. Comment ça va? Ça va bien? On est vendredi? Déjà. Ça va vite? Yes. Les semaines ça va passent vite. C'est incroyable. c'est l'enfer. C'est incroyable. Je vous rappelle que notre podcast Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds. Peu importe votre modèle, peu importe votre marque, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous satisfaire, vous aider. Mécanique, tuning, problème durée, on fait ça. 418-291-234 ou vous m'appelez directement 581-309-5659 et vous parlez directement au représentant qui va prendre le temps de s'occuper de vous, aller vous rencontrer, puis on va établir un plan de match. Oui, puis il est sympathique en plus. Il a l'air à ça, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les rumeurs. Là. Fait que, écoute, Jean-Michel, on va avoir un bon podcast encore aujourd'hui. Tu sais, quand on dit, on lance des invitations à des gens, si vous avez des sujets, vous voulez faire parler de vous autres, ben ça répond. Puis il y a des gens qui nous ont répondu, levé la main, ont répondu, tant qu'ils nous ont soumis des noms. On a appelé ces personnes-là. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir, là, notre podcast, on va avoir des invités. C'est toujours le fun. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, je vous ai parlé des produits d'érable, là, les noix, c'est ça qu'on disait, les noix d'érable? Les noix d'érable, Bon, ben, on va les avoir au mois d'octobre dans notre podcast live en studio. Ça va être le fun. On va revenir également dans notre podcast sur le rodéo de camion, là. Je ne dirais pas que ça brasse pas. Ça brasse. Il y a avant qu'on rentre en ondes pour enregistrer le podcast, il y a eu un communiqué qui a été émis par une ville de Lorrainville. On va vous le lire. Mais avant j'ai étudié ça, puis ça me paraît louche un peu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a voulu faire une jambette ou quoi que ce soit. On pourra en parler dans la deuxième partie du podcast. Et on termine ça avec Jean-Michel, je t'ai réservé une surprise. Ah oui? Ouais. OK. On va faire un test à l'aveugle. Ah. Ça, j'adore. Okay. Hier, je suis allé faire l'épicerie avec ma petite chérie d'amour. Puis là, j'ai vu un produit. Je dis, ouais, là, il faut que j'achète ça. Elle dit, ouais, ça veut dire que. Non, il faut que j'essaye ça. Je veux faire essayer ça à Jean-Michel pendant le podcast. Elle dit, ouais, tu crois pas ça? Ben oui. Et je l'ai acheté. OK. Fait qu'on va faire un test à l'aveugle. Je vais me prêter au test, oui. C'est un produit qui a été annoncé à la radio. J'ai vu ça. Je pensais que c'était une joke. Mais quand il m'a tombé dans le fait, je disais, c'est pas une joke. Fait que j'ai hâte de voir ta réaction, mon cher ami. On va aller rejoindre notre invité qui est au bout de la ligne. Il s'agit de Steve Saint-Gelais, qui est du groupe Bois-Sacco. Lui, il va nous expliquer un peu... dans le domaine du transport du bois, on le sait, ça bougeait beaucoup. On voyait beaucoup de trucks. Il y a un temps, on voyait énormément de camions de bois sur les routes, tout ça. Puis là, depuis un temps, ça a régressé, puis il se passe des choses. Puis, tu sais, moi, je suis pas le genre de gars à dire n'importe quoi pour avoir de l'attention. Fait que je dis, on va aller parler des personnes qui sont intéressées et intéressantes dans ce domaine-là. Puis Steve, je pense que c'est une personne clé. Salut Steve, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Très bien, merci. Écoute, Steve, d'entrée de jeu, je veux que tu nous parles un peu du groupe Bois-Sacco. Bois-Sacco, hein? Ben c'est ça, regarde, le groupe Bois-Sacco, c'est une organisation de propriété collective, hein, donc c'est une organisation qui va fêter ses 40 ans l'année passée, donc qui a été mise en place en 85. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté de Bois-Sacco, dans le fond, cette organisation-là a vu le jour pour reprendre puis redonner vie à des actifs qui avaient été construits, des actifs de transformation qui avaient été construits dans les années 70. Puis donc, en gros, là, juste pour faire une histoire courte, il y a eu 3 échecs successifs. Ça avait fermé définitivement en 82, puis donc les installations étaient menacées de démantèlement, donc suite à la fermeture de 82. Donc les gens du milieu, la banque à l'époque avait repris possession des actifs. La seule offre que la banque avait, c'était pour un démantèlement. Donc, les gens du milieu ont refusé de se faire à ce destin-là. Il y a eu des grosses mobilisations, là, des mobilisations il y a eu des barrages de route. Ça a duré pendant quelques semaines. Ça a été quand même très, très intense. Okay. Puis, dans le fond, les gens ont réussi
à éviter le démantèlement. Puis on réussit, dans le fond, à pouvoir présenter une formule originale de rachat des actifs. Donc, c'est vraiment les gens du milieu donc qui ont réussi à racheter les actifs en question. Donc, ça s'est fait par le biais de formules coopératives. Donc, en gros, là, à l'époque, il y a eu 2 coopératives de travailleurs, les gens de la forêt, les gens de l'usine, donc dans 2 coopératives différentes. Puis il y avait également une société qui regroupait des gens du milieu, donc qui impliquait environ 500 citoyens. Donc, c'est cette formule-là, cette propriété collective-là qui a permis de redonner vie aux actifs. Donc, ça a démarré justement sous le nom de Boissaco en 1985. Puis c'est ce qui a permis de faire en sorte de pouvoir faire en sorte qu'on soit encore là, ici, aujourd'hui, pour s'en parler. Puis, je vous dirais que la mission de l'organisation, mais c'est une mission qui est quand même une mission qui se veut collective, puis une mission, dans le fond, qui est axée sur le développement durable puis la vitalité de notre milieu. Donc, il y a vraiment une mission à long terme. Puis donc, au fil des années, il y a eu beaucoup de travail pour œuvrer dans cette mission-là. Puis, dans le fond, créer le maximum de retombées dans notre milieu. Puis donc, ça a permis de faire en sorte qu'il y a plein d'entreprises qui ont vu le jour autour, qui font de la 2e, 3e transformation, puis qui fait en sorte que le groupe Boissaco aujourd'hui, c'est plus de 600 emplois directs. Puis environ 200 millions de dollars d'activité, de chiffre d'affaires. C'est quand même très important. Puis tout ça, mais c'est une propriété collective des gens du milieu, ça fait que c'est très intéressant de souligner. C'est une belle entreprise, on va se le dire. Là. Ça crée beaucoup d'emplois. Moi, ce qui me fascine, c'est que après 3 coups, ça a pris 3 coups. Tu sais, les gens se sont tenus debout, les gens se sont mobilisés pour une entreprise dans la région. On se dit non, c'est pas vrai qu'on va démanteler ça puis envoyer ça ailleurs. Puis forcé d'admettre qu'après 40 ans, là, 40e anniversaire l'année prochaine, c'est pas rien, ça, là, Steve. Oui, mais effectivement, je vous dirais que c'est une fierté collective. Hein. C'est vraiment ce qu'on a comme sentiment ici dans notre milieu. Puis, c'est un moteur essentiel, indispensable dans notre milieu. Juste pour vous faire un portrait, là, donc nous, là, on fait partie de la Haute-Côte-Nord, donc on est comme à l'extrême ouest de la Côte-Nord, donc à l'extrême ouest de la Haute-Côte-Nord également. Donc, la Haute-Côte-Nord, c'est environ 10 500 citoyens, donc on n'est quand même pas une région très populeuse, mais ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'on est une petite région qui fait partie des MRC, la MRC de la Haute-Côte-Nord, donc fait partie des MRC les plus dévitalisés au Québec. Okay. Donc, vous comprenez que pour nous, là, dans notre milieu, la Haute-Côte-Nord, le groupe Boissaco, il y a un rôle fondamental dans la vitalité de notre milieu. Donc, de là, l'importance de préserver notre organisation de tous les moyens possibles. OK. Moi, je veux faire mon éducation à moi et à Jean-Michel et à nos auditeurs qui peut-être connaissent pas qui connaissent pas beaucoup le groupe Boissaco, qui connaissent pas du tout. Est-ce que Boissaco, tu m'as parlé comme un genre de coop là, avec les camionneurs et avec l'industrie forestière. Comment ça fonctionne? Est-ce que même les camionneurs ont des parts dans Boissaco? C'est quoi le fonctionnement de tout ça, là? Mais dans le fond, il y a 3 coopératives de travail. Si on regarde actuellement, là, donc après 40 ans, donc avec toute l'évolution qu'il y a pu avoir, là, donc on a la propriété collective se partage entre 3 coopératives de travailleurs. Donc les coopératives de travailleurs, il y a Cofort qui regroupe les travailleurs de la forêt, du siège administratif, donc du bureau, après ça, de Ripco et de Granulco, qui sont 2 entités de 2e et 3e transformation qui ont vu le jour dans le groupe Boissaco. Après ça, donc, on a Unisaco qui regroupe encore l'ensemble des travailleurs de la première transformation, donc de l'usine de siège de Boissaco. Puis on a Valisaco, qui est une 3e coopérative, qui, elle, regroupe les travailleurs de la filière feuillue, parce qu'au fil du temps, il y a eu une volonté de s'adapter un peu à la réalité de notre territoire d'approvisionnement. Donc, il y avait la présence de strates mixtes avec des essences feuillues. Donc, dans l'esprit de pouvoir valoriser ces essences-là, puis de créer encore plus de retombées dans notre milieu. Donc, on a eu cette filière-là qui a vu le jour. Donc, Valisaco regroupe les travailleurs de cette filière feuillue-là. Puis, donc, dans un autre ordre, donc, on a les citoyens du milieu qui sont partie prenante. Donc, on a Investra, qui était là dès le départ en 1985, qui est encore et toujours bien présente, qui regroupe environ 470 citoyens du milieu, là, actuellement. Est-ce que c'est comme une coop un peu que les gens ont investi des sous pour protéger et garder l'industrie? C'est un peu ça?
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment un véhicule qui se veut de pouvoir impliquer les gens du milieu. Donc, les gens, c'est des citoyens. Donc, c'est pas une coop, mais ça Investra se comporte comme une coop parce que la philosophie s'apparente à une coop exactement. Okay. Puis on a Intrafort qui est une autre société de placement également qui a vu le jour elle en 2000-2001 environ. Puis je vous dirais qu'elle se voulait un autre pour regrouper, se donner un autre véhicule pour regrouper des gens qui à l'époque souhaitaient participer puis qui n'étaient pas partie prenante. Donc en 99, on a eu le démarrage de Sacopan, qui est une usine qui fabrique des panneaux ici sur le site. Puis cette entité-là, donc, a permis de pouvoir intégrer d'autres travailleurs qui regroupent environ 380 citoyens, excusez, j'ai dit travailleurs, 380 citoyens, donc qui sont encore là partie prenante dans cette entité-là qui s'appelle Intrafort. Donc quand on fait le total de tout ça, là, c'est plus de 1100 travailleurs et ou citoyens du milieu qui participent à la propriété collective puis qui portent cette mission collective-là qu'on a d'assurer la vitalité de notre milieu, évidemment. Hey, j'aime ça, j'aime le concept. Moi. Clairement qu'ils ont un sentiment d'appartenance puis ils aiment l'entreprise. Là. Ça, c'est génial. Mais est-ce que mettons, moi, je déménage dans votre coin de pays, est-ce que je pourrais dire, moi, je veux investir là-dedans? Est-ce que c'est des choses possibles? Ben, regarde, nous, tout travailleur qui arrive pour venir travailler pour le groupe peut automatiquement faire partie de la propriété collective. Donc, c'est sûr que, exemple, quelqu'un qui arrive à l'usine de Siège ou à l'usine de Ripco ou de Granulco ou de Bersaco ou Valibois, peu importe. Donc, c'est comme par défaut que les gens ont la capacité de devenir partenaires en devenant membre d'une de ces coop-là. Sinon, les citoyens, donc les parts qui sont en circulation, ben c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des parts à vendre, donc n'importe qui peut avoir l'occasion. Par exemple, moi je vous dirais, mettons j'ai une part à vendre, puis vous arrivez, puis vous dites, hey, j'aimerais ça en acheter une, ben je peux vous vendre ma part. Donc c'est ouvert, tout le monde qui a le goût de participer à cette propriété collective-là a la possibilité de le faire, finalement. J'adore ça. J'adore le concept, vraiment. C'est unique un peu dans votre secteur, puis je trouve ça bien parce que ça va pour les gens qui vont arriver là, ou les nouveaux travaillants, ou les travailleurs, ils s'assurent un peu de faire partie du collectif, mais en même temps d'assurer une pérennité à long terme pour l'entreprise. Ça, je trouve ça génial. Oui, c'est ça. Je vous dirais que c'est le sentiment qu'on a ici dans notre milieu. Et pour faire un peu le lien avec le transport, ben regardez, juste pour vous donner de manière imagée un peu ce que ça peut représenter, là, c'est que quand on regarde l'ensemble des entreprises de première transformation qu'on a dans le groupe, donc il y a Bersaco, il y a Boissaco, bien évidemment, la principale usine de transformation du résineux, mais il y a également, c'est ça, Bersaco et Valibois, et maintenant aussi Foresco. Donc, je vous dirais, en gros, ça, globalement, là, c'est plus de 15 000 voyages de matières premières, donc de ressources ligneuses, qui entrent dans l'ensemble de ces entreprises-là pour donner justement la capacité de faire des opérations de transformation et de deuxième, troisième transformation qui viennent par la suite. Donc, c'est quand même très, très, très important. Puis ça, on parle de la matière entrante, hein? Donc 15 000 voyages de matières premières, de matières ligneuses qui entrent dans les différentes usines. Ben, vous comprenez que il en ressort à peu près l'équivalent comme produit fini. Hein? Dans le fond, rien ne se perd, rien ne se crée, comme on dit. Hein? Donc ici sur le site, on a dans le fond la capacité de valoriser puis dans le fond d'utiliser tous les sous-produits qui sont générés par la transformation des différentes usines. Donc par exemple, nos écorces servent à alimenter des centrales thermiques qu'on a par exemple chez Sacopan. Pour le procédé de production de panneaux là-bas. Donc, chez Boissaco pour le séchage du bois et également chez Granulco pour le séchage de la fibre pour la production de la granule. Donc, vous voyez, donc l'écorce, elle, donc est utilisée ici, mais tout le reste de la matière, sert va faire des produits qui vont être transportés vers des clients. Donc, que ce soit des panneaux, du bois d'œuvre, de la granule, de la litière équestre, ou des composantes de palettes, par exemple. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très, très important
en termes d'impact, en termes de besoins de transport, finalement, l'ensemble de nos activités. Absolument, absolument. Puis ce qui va nous emmener dans le vif un peu du sujet, parce que, tu sais, quand on avait fait un peu l'appel à tous aux gens, s'il y avait des sujets, des discussions qu'on voulait amener dans notre podcast, qu'on était preneur, bon, il y a du monde qui nous ont écrit. Ils nous ont dit, vous devriez parler de l'industrie du transport du bois, parce que présentement, on vit une petite crise. Puis c'est vrai qu'on a l'impression que tout va bien dans le bois. Tu sais, je veux dire, on a eu des bonnes années, là, les années de la pandémie, le bois sortait à profusion, les quincailleries ne fournissaient pas, tout ça. Puis on a l'impression qu'on a resté sur cette vibe-là depuis 2019, 2020 à peu près, mais forcé d'admettre que la donne, elle a changé dans les derniers temps de Steve. Oui, bien c'est ça. Si on le regarde sur l'aspect conjoncturel, donc au niveau, dans le fond, de la conjoncture qu'on a, là, donc je vous dirais que depuis le début de 2023, on a un contexte qui est beaucoup moins favorable là, dans notre secteur d'activité. Donc, c'est clair qu'on a eu une très bonne période. Donc là, comme on dit, des fois, c'était peut-être un petit peu trop bon comme période. Donc, les banques centrales n'ont pas eu le choix de travailler à freiner un peu l'économie parce que malheureusement, l'inflation était partie dans des sphères vraiment pas souhaitables. Donc, en montant les taux d'intérêt pour freiner l'économie, c'est sûr que ça a eu l'impact que ça devait faire, finalement. Donc, l'économie a ralenti. Donc, je vous dirais que depuis le début de 2023, le contexte des marchés est beaucoup moins favorable. Donc, c'est clair que donc l'ensemble des entreprises doivent composer avec des contextes beaucoup plus difficiles. La rentabilité a disparu pour faire place à de la non-rentabilité dans la plupart des entreprises. Puis c'est sûr que là, on espère qu'on va réussir à sortir un peu de ce contexte-là moins favorable-là, dans lequel on est actuellement, mais qui est quand même conjoncturel. On s'entend que dans notre secteur d'activité, on est habitué à ce qu'il y ait des périodes plus favorables, suivies de périodes moins favorables, puis qui vont être suivies par d'autres périodes plus favorables. Ça fait partie de la réalité avec laquelle on doit composer. Puis ça, c'est pas structurel, c'est conjoncturel. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la bourse. Jean-Michel, tu connais ça, la bourse, ça? Oui. C'est un peu up and down, ça joue là-dedans. Mais est-ce que cette année est un peu plus différente des autres années? Je m'explique parce que, les gens nous disaient, l'industrie du transport est en chute libre, il y a un décret que le gouvernement a émis qui pourrait peut-être venir un peu ébranler le modèle présent. Est-ce que c'est des choses qui sont véridiques ou c'est des choses qui sont un peu juste qui passent, mais temporairement? C'est ça. Donc, juste pour bien faire le lien, donc c'est ça. Donc, il y a l'aspect conjoncturel qui a quand même amené certaines réductions d'opérations de plusieurs entreprises. Nous, par exemple, cet été, on avait 2 semaines d'arrêt de prévu dans le calendrier normal. Donc, pour justement s'adapter au contexte des marchés, puis les inventaires qui avaient pris des tangentes un peu trop élevées, on a prolongé de 2 semaines l'arrêt qui avait été prévu cet été. Donc, plusieurs autres entreprises ont eu des impacts un peu comme ça, parfois plus longs. Donc, je vous dirais que ça a quand même pas été facile par rapport à tout ça. Ouais. Mais ça nous amène à l'autre élément, là, donc la menace fondamentale qu'on a actuellement, donc la protection du caribou. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, donc il y a une seule sous-espèce de caribou qui est présente au Québec. Donc, puis de cette sous-espèce-là, il y a 3 écotypes. Donc, il y a l'écotype migrateur qui est plus au nord, donc les grandes populations plus au nord. Il y a l'écotype forestier qui demeure dans la forêt. Puis il y a l'écotype montagnard qui vit dans les montagnes. Donc, les écotypes sont comme déterminés un peu en fonction de l'habitat là, où ces individus-là sont et comment ils s'alimentent. Donc, c'est un peu ce qui détermine ces écotypes-là. Donc, il y a une volonté de travailler à la protection de l'écotype forestier depuis déjà quand même plusieurs années. Il y avait certains signaux, effectivement, qui faisaient qu'il y avait des préoccupations à avoir par rapport à ça. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette volonté-là, ça fait quand même plusieurs années qu'elle s'exprime de travailler à la protection de cet écotype-là. Sauf que les enjeux puis les conséquences peuvent être très importantes. Donc, c'est ce qui nous amène un peu justement là à la réalité qu'on a eue, par exemple, depuis 4 ans, où le provincial envisageait des différentes mesures de protection qui auraient pu avoir des conséquences très graves. Donc, depuis, je vous dirais, 4 ans et demi, on a travaillé très fort pour s'assurer que les enjeux soient pris en compte. Donc, je pense que
comprenez que comme toute organisation, puis tous les Québécois, tout le monde est pour la protection de la biodiversité, bien évidemment, et puis la protection de l'écotype forestier du Caribou des Bois, ça on le comprend bien. Sauf que c'est important de prendre en compte l'ensemble des faits et l'ensemble des enjeux, donc les enjeux étant aussi les impacts sur les humains. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé fort pour faire de la sensibilisation au cours des 4 dernières années. Je vous dirais que depuis le début de 2024, on a vraiment senti que le gouvernement provincial avait compris puis qui travaillait de manière vraiment en prenant vraiment en compte les enjeux, de bien mesurer les enjeux puis de voir s'il y avait des impacts ou pas. Donc ça nous avait quand même donné un certain espoir là, qu'il n'y ait pas des choses catastrophiques qui arrivent. Mais là, malheureusement, on a eu le fédéral, là, donc les derniers mois. Là, donc le fédéral, exactement, oui. Et M. Guilbeault qu'on connaît ses origines, puis qu'on sait dans le fond dans quelle ligne de pensée il est. Donc, M. Guilbeault avait quand même soulevé cette menace-là à quelques reprises au cours des dernières années. Mais là, le 19 juin dernier, M. Guilbeault a annoncé un projet de décret qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Donc, c'est sûr que quand le projet de décret a été annoncé, vous comprenez qu'il fallait qu'on attende de voir les superficies concernées, tout ça. Donc, c'est ça. Donc là, suite à l'annonce, donc dans les jours qui ont suivi, on a eu l'occasion d'avoir accès aux informations qui précisaient les superficies concernées. Donc, ça nous permettait, c'est sûr qu'il fallait que le forestier en chef fasse ses calculs pour bien voir quels seraient les impacts. Mais en voyant les superficies, je vous dirais d'où proviennent nos approvisionnements pour voir que les impacts seraient catastrophiques. Puis ça s'est confirmé quand le forestier en chef a sorti ses analyses pour nous. Les approvisionnements, si le décret est adopté, tel qu'il a été présenté, nos approvisionnements seraient menacés à hauteur de 50 à 60 %. Donc, vous comprenez que c'est vraiment catastrophique. Là. Pour nous, là, c'est exactement, c'est ça. Donc, nous, là, juste pour vous faire imager un petit peu là, notre réflexion qu'on a déjà faite, en 2020, on avait comme pris le temps d'analyser ce que pouvait représenter un impact de 20 %. Parce qu'à l'époque, il y avait certains plans qui étaient analysés, puis il était question d'une possibilité peut-être de 20 % d'impact. On s'était dit, on va prendre le temps de regarder qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Puis, donc, on avait, sur la base des données réelles de 2013 à 2020, donc, on avait pris le temps de regarder ce que ces résultats-là de ces années-là auraient donné en enlevant 20 % d'activité. Donc, 20 % d'approvisionnement, 20 % d'activité. Donc, ça faisait disparaître ce 20 % là d'activité, 80 % de la capacité de rentabiliser les opérations. Donc, vous comprenez que c'était catastrophique. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, vous comprenez que, comme toutes les entreprises ont la même réalité. C'est que pour réussir à rentabiliser nos opérations, il faut commencer par couvrir nos frais fixes. Puis après ça, on dégage une rentabilité. Puis c'est souvent le premier 80 % de nos activités qui permettent de couvrir nos frais fixes, puis le 20 % additionnel de se rentabiliser. Donc, c'est un peu la réalité qu'il y a derrière tout ça. Donc, vous comprenez qu'avec 20 % on avait ce constat-là qui était catastrophique. Donc, à 50-60 %, vous comprenez que ça menace l'ensemble de nos opérations. Donc, c'est ça. Quand les gouvernements prennent des décisions comme ça, est-ce qu'ils prennent le temps d'aller vous consulter? Est-ce qu'ils envoient du monde s'asseoir avec vous, puis faire une analyse de terrain, voir, comment qu'on pourrait travailler ensemble pour, on a, des caribous, je comprends, il y a une espèce menacée, puis c'est correct, il faut faire attention à ça, mais est-ce qu'il y a un plan de match ou eux autres, ils vont vraiment, c'est vraiment isolé de leur côté, puis après ça, pouf, ils vous garagent ça dans la face, là, ça n'a pas d'allure, là. Oui, effectivement, regardez, votre commentaire est tellement pertinent. Donc, nous, c'est le minimum qu'on s'attendrait. Mais à date, là, je vous dirais que le gouvernement fédéral n'est jamais venu nous voir, puis n'a jamais pris le temps de venir voir quels étaient nos enjeux puis notre réalité. Puis on fait partie des entreprises les plus impactées. Je suis pas tant surpris qu'ils ne consultent pas toutes les grosses entreprises du Québec avec l'impact que peut causer leur décision. Là.
Ben c'est ça. Puis vous comprenez que là, c'est des communautés, c'est l'ensemble de nos communautés qui pourraient être menacées en Haute-Côte-Nord. Donc, vous comprenez que on trouve ça un peu aberrant. Puis je vous dirais, juste pour vous donner un peu le fil qu'on a eu des événements dans tout ça, c'est que suite à l'annonce du décret, il y a eu certaines rencontres. Il y a eu 2 rencontres qui ont été faites par des gens du ministère de l'Environnement de M. Guilbeault. Là. Ouais. Puis, dans le fond, ce qu'on nous a dit, c'est que ce plan-là avait été fait puis qui permettait d'avoir un certain équilibre entre la protection et les impacts socio-économiques, puis qui changerait pas bien. Fait que vous comprenez que nous autres, depuis qu'on a eu ces rencontres-là, après l'annonce du décret en juin, ben pour nous autres, c'est la catastrophe, parce que là, on réalisait que dans le fond, pour eux, les impacts socio-économiques n'avaient aucunement été mesurés, puis qu'il n'y avait pas la capacité de voir clair dans tout ça. Puis, on sent pas leur volonté de venir voir vraiment c'est quoi la vraie vie. Hein? Donc, vous comprenez que pour nous, c'est d'autant plus préoccupant là, de réaliser à quel point il y a une déconnexion entre les gens qui travaillent dans qui ont travaillé à faire ce décret-là, puis la réalité, puis la vraie vie, finalement, pour nos humains dans notre région. Hein. Mais c'est invraisemblable de voir ça, que nos politiciens quand ils ont besoin d'être élus sont là, nous font des beaux bobayes, des belles promesses, puis hey, là, vous êtes important, puis votez pour moi, puis je vais m'occuper de vous. Qu'un coup, qu'ils sont assis, puis ils ont le chèque, puis le limousine, tout ça, ils se contre-Saint-Cyboirisent de tout le monde. Puis ça en a une belle preuve. Puis je reviens à dire, comme je disais tantôt, Jean-Michel, tu sais, t'es un amateur de pêche et il y a beaucoup de monde qui aime la chasse aussi. Puis on n'est pas insensible à ce qui se passe dans les forêts. Mais à un moment donné, on est-tu capable de faire les choses correctement? Puis moi, c'est ça qui me fascine, que vous ne soyez pas consultés. Ça me semble que ça devrait être un travail d'équipe pour arriver. C'est des décisions qui ont des impacts majeurs. Ben c'est des décisions qui sont prises dans des bureaux, puis on le voit très bien, qui sont prises dans des bureaux sans consulter les entreprises. Qui connaissent rien. Fait que je comprends pas ce qu'ils font pour mesurer les impacts sans consulter les gens, sans consulter les entreprises en réalité. Là, c'est quoi le plan de match, là, Steve? Est-ce qu'il y a quelque chose on peut-tu revenir à la charge? Est-ce qu'on peut, de votre côté, établir une stratégie? Voici notre plan, voici ce qu'on est prêt à aller, ce qu'on peut faire pour justement éviter de faire du tort au caribou, mais qui ne nous nuira pas en même temps, puis conserver l'industrie, parce que, écoute, tu l'as dit tantôt, là, c'est le cœur d'une municipalité, c'est le cœur d'une MRC, là. Ben c'est ça, exactement. Puis vous comprenez que nous, là, depuis le 19 juin, depuis l'annonce du décret, ben nous autres, c'est l'état d'urgence, hein, vous comprenez. Donc l'angoisse puis l'inquiétude dans notre milieu sont au plafond. Puis nous, depuis ce temps-là, ben on a travaillé de toutes les manières possibles pour faire les prises de conscience. Parce que, dans le fond, comme vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, là, il faut qu'on soit capable de prendre. Nous, on a suggéré des options possibles, des solutions possibles, puis il est possible de protéger l'écotype forestier tout en évitant les impacts pour les milieux. Donc, il faut juste qu'on sorte peut-être des visions un peu extrémistes de protection qui sont malheureusement trop bien ancrées actuellement. Mais c'est possible de le faire. Puis ça, on a suggéré plusieurs pistes dans ce sens-là. Sauf que là, on a comme le fédéral qui arrive un peu comme un chien d'un jeu de quilles, puis qui vient comme annoncer une menace drastique, alors qu'il n'a pas la capacité de bien voir puis de bien agir sur tous les éléments aussi, parce que le fédéral, c'est pas son champ de compétence, c'est le provincial qui gère les forêts, qui gère l'ensemble des enjeux qui peuvent impliquer des mesures qui vont faire du sens, vous comprenez? C'est pour ça que nous, on en est là, on dit, ben regardez, là, il faut que le fédéral renonce, qu'il recule dans cette volonté-là de décret, puis qu'il laisse le provincial faire son travail, justement, en ayant la capacité de bien voir tous les composants de tous les enjeux. Donc, c'est pour ça que nous, là, depuis le 19 juin, là, je vous dirais qu'on a écrit 8 lettres ouvertes jusqu'à présent. Donc, adressées au premier ministre avec une douzaine de ministres en copie conforme. Ouais. Je vous dirais que ça nous a pris jusqu'à il y a à peu près 2 semaines où là, on a eu une réponse là, de M. Guilbeault à la demande du cabinet de M. Trudeau, pour nous dire, dans le fond, pas grand-chose d'intéressant. Il manifeste pas l'intérêt de venir nous voir. Il manifeste pas la volonté de vraiment prendre en compte nos enjeux. C'est ce qu'on sent pas. En tout cas, on n'a pas senti ça du tout dans ce qu'on a reçu. Fait que je vous dirais que on a fait toutes sortes d'interventions. On a eu une campagne de pancartes pour justement encore là dénoncer. Puis je vous dirais que vendredi dernier, on a eu un événement très, très fort.
Je vous le résume, c'est qu'on a organisé, je vous dirais, c'était la suite de plusieurs événements ou plusieurs actions qu'on a faites. Donc celle-là, la dernière qu'on a faite, c'est vendredi passé. On a organisé un défilé de la dignité. Puis je vous dirais que la réponse qu'on a eue, parce que nous, quand on a pensé à cette activité-là, on disait, bon, ben, on va tenir ça dans notre milieu. Puis on a suggéré à différentes communautés là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean de faire la même chose. Mais dans les régions avoisinantes, là, on leur suggérait de faire la même chose chacun dans leur milieu pour dire, ben regardez, là, ça va peut-être faire en sorte de démontrer que les communautés forestières, là, il y a du monde, puis il faut qu'ils soient pris en compte. Un front commun, front commun. Ben, exactement. Ben, je vous dirais que au lieu de faire ça, tous ces gens-là, à qui on l'a suggéré, ont tous dit, oui, on va faire quelque chose, mais on le fera pas chacun chez nous, on s'en va tous à Sacré-Cœur. Oh, wow! Fait que je vous dirais que ça a été extraordinaire, là, sincèrement, ce qu'on a vécu vendredi passé, là. Je vous donne les grands éléments, parce que nous autres, le défilé, on disait, bon, ben, tout le monde se regroupe sur le site industriel de Bois-Sacco, ici à Sacré-Cœur. Notre convoi, il part, il va faire la tournée jusqu'au village de Sacré-Cœur, puis on revenait ici après ça sur le site industriel. Ben, juste pour vous dire, là, ben, on a eu 400 personnes, plus de 400 personnes qui ont fait partie de cette puis je vous dirais que quand on a lancé l'idée, là, ça a pris à peu près 10 jours à organiser ça en passant, là. Quand on a lancé l'idée, là, à chaque jour, on voyait le compteur monter, puis on se disait, mon Dieu, ça prend des proportions extraordinaires, mais ça démontre à quel point les gens sont préoccupés et qui veulent qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une prise en compte là, des enjeux sur les humains, parce que là, sûr. à un moment donné, la protection de la biodiversité, donc la protection de l'écosystème forestier, c'est important. Tout le monde est pour ça. Il n'y a pas personne qui est contre ça. Là. C'est ça, exactement. On est tous pour ça, mais pas de n'importe quelle manière, puis surtout pas en ne prenant aucunement en compte les impacts sur les humains. Fait que je vous dirais, là, on a eu une participation extraordinaire, puis c'est sûr que le gouvernement provincial, quand le décret a été annoncé, a comme dénoncé cette intervention-là injustifiée du fédéral. Puis on a eu la chance d'avoir 3 ministres avec nous qui sont venus nous confirmer hors de tout doute leur appui par rapport au fait qu'il faut que ce décret-là, le fédéral y renonce. On a eu plein d'autres intervenants qui étaient présents, mais je vous dirais que d'avoir plus de 400 personnes sur le site ici, là, je vous dirais qu'il y avait il y avait beaucoup d'émotions, je vous dirais, si on peut l'exprimer comme ça. Avec raison. Puis je vous dis, là, le défilé qu'on a eu, là, il y avait des camions de partout, puis c'était une beauté de voir ça, là. Des camions lettrés, puis on voyait des gens de toutes les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord. Il y en avait de Charlevoix, il y en avait de Bécomo. Puis on avait un défilé là qui avait 10 km de long, plus de 10 km de long, qui a parti. Fait que je tiens à vous dire là, qu'il y en avait des camions, des beaux camions, puis il y avait quelques odeurs au travers de ça, des grédeurs, il y avait toutes sortes d'affaires, là, sincèrement. Là. Écoute, je vous dirais que ça a été extraordinaire. Là. Écoute, on le disait d'entrée de jeu, oui, Bois-Sacco et toutes les usines qui découlent de ça, c'est des travailleurs à l'interne qui font virer des usines. Mais l'industrie du transport de bois est touchée quand même. Elle va être touchée là-dedans parce que, oui, il y a des travailleurs d'usine, mais il y a des travailleurs qui ont des camions eux autres. C'est des entrepreneurs qui ont la cause à cœur. Eux aussi vont écoper si on va de l'avant là-dedans. Là. Ça devient très, très, très... on va toucher à large là-dedans. Là. Ben exactement. Vous comprenez que les 600 emplois directs qu'on vénère dans notre milieu, c'est très important pour une petite région comme nous autres. Mais toute la chaîne qui est touchée autour de tout ça aussi, vous le dites très bien, là. Hey, c'est tout du monde. Puis quand on regardait ça, là, puis moi, je vous dirais qu'il y a eu de l'émotion comme je n'avais pas eu depuis longtemps, là, parce que je regardais passer ce défilé-là, puis je disais, regarde, ça, c'est tout du monde qui ont besoin de travailler pour gagner dignement leur vie, pour faire vivre leur famille, là. C'est pas du monde qui sont là pour le fun, là. Non, c'est tout du monde qui ont besoin de travailler. Fait que là, à quelque part, là, il va falloir que le sort des humains soit pris en compte, là. Puis c'est là en tout cas, c'est ce qu'on espère qu'il va y avoir sorti fortement de cet événement-là, tout comme de toutes les autres interventions qui ont été faites. Mais je vous dirais que ça a été vraiment un moment fort, un moment très fort, puis on est très, très fiers de voir la quantité de gens qu'on avait, puis si vous saviez comment ces gens-là étaient et les réactions qu'on a eues là, dans les petites périodes d'allocution qu'on a eues, là, et ces gens-là attendaient juste d'avoir l'occasion de s'exprimer. Là. Sincèrement, je vous dirais, les gens s'invitaient par eux-mêmes. Là.
On n'a pas lancé d'invitation autre que de dire, bon, ben les gens ont dit, on s'en vient vous rejoindre, puis là, ben, on voyait les gens qui s'inscrivaient, puis là, à un moment donné, on se disait, ouf, on va essayer de gérer tout ça. On a réussi à bien le gérer, mais je vous dirais qu'à un moment donné, ça a pris une proportion inespérée. On n'aurait jamais pensé que ça prendrait cette proportion-là. Je pense qu'il faut comprendre que le message a été clair, le message a été entendu, puis je pense les gens le savent que c'est des retombées économiques majeures. Tu sais, on le dit, des travailleurs, des transporteurs qui sont là-dedans, mais les retombées économiques pour les municipalités autour. Là, tu sais, je veux dire, les restaurants, des stations-service, les motels, tout ça, les garages, les fournisseurs de pièces, tout ça là est touché par la bande de ce qui se passe. Fait que c'est normal. Puis honnêtement, je suis vraiment fier d'entendre ça, qu'une communauté se tienne debout et dire hey, non, ça n'a pas de sens. Là. OK, on n'est pas contre la vertu, là, mais à un moment donné, revenez sur la terre, revenez la logique. Là. Nous autres, on existe, on est des pourvoirs. C'est eux autres là, qui fournissent l'économie, qui font virer l'économie locale. Donc, à un moment donné, là, la logique doit prévaloir sur pas l'illogique, mais le gros bon sens doit prévaloir là-dedans. Là. Ça, c'est clair. Oui, bien effectivement, dans le fond, vous le dites très bien. Regardez, quand on regarde là, la quantité de drames humains qu'il pourrait avoir, qui ressort de tout ça, si nous, demain matin, le groupe Boissaco disparaît de notre milieu, là, je vous dirais, là, on est tous, ça va être des drames humains pour tout le monde, parce que vous comprenez que demain matin, là, si tout le monde est sans emploi puis que tout le monde met sa maison à vendre, c'est pour ça que la campagne de pancartes, c'est un peu ce qu'elle voulait dire de manière symbolique, parce qu'il y a eu des grandes pancartes qui ont été mises à l'entrée du village à différents endroits pour dire village à vendre, puis il y a des pancartes un peu partout en avant de différentes maisons. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que demain matin, là, si on dit ça ferme, là, donc là, les gens se retrouvent tous sans emploi. Il y en a plusieurs que les deux personnes travaillent pour une ou l'autre des entités, ben oui. Puis vous comprenez que demain matin, on met toutes nos maisons à vendre, mais ça vaut plus rien. Ça va valoir 40-50% de leur valeur. C'est que ça va être des faillites, ça va être des. Quand on parle de drame humain, là, c'est ça, il faut pas le sous-estimer. C'est exactement. On aurait une représentation parfaite d'une catastrophe humaine, finalement. C'est quoi la suite des choses? Là? Comment qu'on s'enligne? Est-ce qu'il y a un planage qui a été établi? Est-ce qu'on demande des rencontres auprès du gouvernement? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations à prévoir? Là? Comment qu'on prépare le contre-coup de tout ça? Là? Ben, moi, je vous dirais que nous, pour nous autres, là, comme on l'a dit, puis on va le répéter souvent, nous autres, on n'a rien à perdre, hein, parce que si ça arrive, c'est la catastrophe. Puis, dans le fond, pour nous autres, nos vies sont bouleversées. Donc, on va aller jusqu'au bout là-dedans. On va continuer à faire des actions de toutes les manières possibles. On a écrit 8 lettres à date. Mais vous comprenez qu'on est capable de nous écrire encore longtemps, puis ils vont nous trouver tannants, ça c'est sûr et certain, parce qu'on lâchera pas tant qu'il y aura pas une réponse satisfaisante, que le fédéral renoncera pas carrément à son projet. Puis on va continuer à avoir d'autres actions possibles, ça c'est de toutes les manières possibles, ça c'est sûr. C'est clair qu'on voit que la mobilisation puis la volonté que les communautés forestières concernées s'expriment encore plus largement, on la sent de plus en plus. Donc c'est clair que nous c'était à cette enseigne-là qu'on est, puis on va vous comprenez que c'est l'avenir de notre communauté, de notre milieu, c'est l'avenir de nos familles. C'est l'avenir de nos enfants, puis c'est l'avenir de nos petits-enfants. C'est que vous comprenez qu'on va être malin, puis on va continuer à se débattre de toutes les manières possibles. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut avoir une aide au niveau provincial? Je m'explique. Est-ce que vous voulez avoir de l'aide des gens de l'extérieur de votre région? Si je pense au Lac-Saint-Jean, oui, mais du côté de la Mauricie, du côté de la Beauce, du côté de Bellechasse, même de la région de Sherbrooke, est-ce que vous aimeriez avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous donnent un appui? Parce que je pense qu'avoir une manifestation pan-provinciale pour dire, là, c'est assez, parce que si ça se passe là, ça peut se passer ailleurs, là. Oui, ben c'est ça. Ben je vous dirais que l'appui, là, même au niveau provincial, là, je l'ai peut-être pas mentionné spécifiquement tantôt, mais on avait des gens qui étaient de Saint-Michel-des-Saints qui étaient avec nous autres. Il y avait des gens qui venaient de d'autres régions aussi. Peut-être moins en grand nombre, on s'entend, parce que là, on est quand même un peu plus loin, là. Mais il reste que il y a quand même une volonté d'appui, de prise en compte là, qui est quand même pas mal plus large. Donc
oui, l'élément que vous m'amenez est bon à dire, ben c'est ça, regardez, on va continuer à travailler pour que cette prise en compte-là soit le plus élargie possible à l'échelle de l'ensemble du Québec. Il le faut. Hey, Steve Saint-Gelais du groupe Boissaco, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça vient de mettre en lumière que bien des gens ne savaient pas. Moi, le premier, puis je pense que Jean-Michel est comme moi. Exact. C'est un dossier que moi non plus, pas du tout. Puis je pense qu'il faut qu'il soit médiatisé. Il faut en parler. Puis je pense que le gouvernement provincial, là... Le provincial, je pense que pour une fois, il est impliqué, mais le fédéral, là, à un moment donné, il faut qu'il revienne sur la terre. Là. Je pense qu'il est vraiment déconnecté. Je pense que c'est ça. Le provincial va devoir agir. Agir là-dedans. Puis écoute, on se tient au courant. Si vous avez de la nouvelle là-dedans, de la nouveauté, vous en parler. Ça va nous faire plaisir de vous donner un micro. Ça va nous donner un plaisir également de vous soutenir là-dedans parce que je trouve ça important. Puis je trouve ça le fun d'avoir une mobilisation comme vous le faites. Puis je suis pas mal convaincu que vous allez arriver à vos fins de dire, regarde, il faut trouver une situation, il faut trouver une manière de le faire intelligemment parce qu'il n'y a pas une région au Québec, même au Canada, qui peut se permettre de perdre des usines puis perdre des emplois comme ça parce que ça va être assez catastrophique comme tu l'as expliqué. Fait que, bonne continuité, soyez forts puis lâchez pas puis on va être là pour vous autres. Yes. Ben, ça a été un grand plaisir, messieurs, puis merci d'avoir pris le temps de qu'on puisse se parler comme ça, puis de prendre le temps d'accueillir, de nous accueillir, puis d'accueillir nos enjeux. Je pense que c'est très apprécié. Puis regardez, comme on se disait, on lâchera pas, puis on aura l'occasion de se reparler s'il faut, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir. C'est excellent. Merci, Steve. Merci. Salut. Merci. Au revoir. Steve Saint-Gelais du groupe Boissaco. Hey, sérieux, je pogne il y a 2 minutes, moi. Ben, c'est ordinaire. Moi, je trouve qu'il faut faire que ça bouge, là. Hey, là, si vous avez bien compris, là, puis vous irez réécouter le podcast, puis il va être diffusé sur Truck Stop Québec également, je pense que là, on a quelque chose entre les mains qu'il faudrait que les médias s'occupent. Lâcher l'hydroélectrique, lâcher ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, je pense que c'est majeur ce que vit présentement dans ce coin-là, le groupe Boissaco, et tout ce qui peut arriver, détonner. Puis c'est un gouvernement qui va causer ça. Moi, c'est ça qui me fascine. Tu sais, c'est pas, ça n'arrive pas du champ droit. Là. C'est le gouvernement Trudeau qui a décidé d'aller avec une loi. Oui, je comprends. Tu sais, je sais là, que la faune, c'est important, puis on n'est pas dû. Puis je sais peut-être qu'il y a des chasseurs qui disent « Ah, Quirillon, tu connais pas ça. » Ouais, peut-être. Puis vous êtes invités. Si vous venez venir contredire ce qu'il a dit, si vous êtes les bienvenus, nous autres, on n'est pas barrés à une idée. Mais par contre, moi, quand que le gouvernement arrive là, puis il dit « ça va être ça », puis tu n'as même pas étudié, tu n'as même pas pris en compte qu'est-ce que ça peut amener à une population, à une région? L'impact des citoyens de cette région-là. Là, quand on parle, comme il disait, que c'était environ 600 emplois. Là. Ça, c'est direct, mais à part d'indirect. Oui, exact. C'est pas rien. Là. C'est majeur. Oui, c'est majeur. Il faut que Trudeau s'enlève le doigt dans les yeux. Dans le nez, dans la bouche, un peu partout. Là. Et de toute façon, on sait qu'il est mort. Je pense que il va sortir aux prochaines élections. Je suis pas mal persuadé de ça. Il faut, en tout cas, je le souhaite. En tout cas, on offre notre soutien à toute cette communauté-là. Puis merci assez de groupe Boissaco qui, finalement, on pensait à faire 20 minutes, mais ça a été... Il y a de la jasette, mais il parle bien. J'aime ça. J'aime ça du monde de même qui explique bien. C'était facile à comprendre. Puis j'espère qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et disent hey, ouais, là, ça n'a pas d'allure. Il faut offrir notre soutien. Il faut trouver une façon. Tu sais, moi, je dis souvent, écrivez à votre député. Bombardez-les à côté. À un moment donné, ils vont réaliser. Ils n'ont pas le choix. Ils vont réagir. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas être insensible à ça. Ça se peut pas. Si tu es insensible à ça, là, ça veut dire que tu n'as pas de cœur, puis finalement, toi, il n'y a rien qui te touche. Là. Ça marche pas. Ça va être un dossier à suivre, ça. Oui. Un dossier à suivre. Parlant de dossier à suivre, Jean-Michel, je sais que tu as hâte d'aller déguster. Je te vois saliver, mais ça ne sera pas tout de suite. Je te regarde ça pour la fin. OK. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé avec Luc Lafontaine du rodéo du camion qui avait fait l'annonce qui s'en allait en Ontario. Oui. C'est chose faite. En tout cas, eux autres, ils avaient pris la décision. Exactement. Le festival des ménages avec le conflit qu'ils ont avec... le NTQ a décidé que si vous voulez continuer, c'est 4 millions. Sinon, bonsoir la visite. Ils ont demandé de l'aide, personne n'a levé la main. Vous l'avez entendu, on n'invente rien, moi, Jean-Michel. Là. Luc l'a dit clairement. Puis ils ont même fait une vidéo pour l'expliquer également. Je pense que les gens ont compris parce que ça avait été loin dans les commentaires. Là. On va se le dire, là, des gens ont dérapé un peu. Là, puis je sais qu'il y avait un peu d'émotion là-dedans. Mais je pense qu'on est revenu. Mais là,
au moment d'enregistrer le podcast, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont posté, qui ont partagé une nouvelle qui viendrait, puis je dis au conditionnel, parce que le communiqué que j'ai entre les mains, là, il n'y a pas de signature. Il n'y a rien qui me laisse croire que c'est un communiqué vraiment officiel qui appartient à la municipalité de Lorrainville. Je le dis bien, Jean-Michel, c'est ça? Lorrainville, oui, c'est ça. Lorrainville, qui est une municipalité qui est proche où ce que le rodéo avait lieu, là, dans le Témiscamingue. Là. Je ne sais pas, tu peux faire une recherche dans quel coin que c'est exactement. Mais je voulais le communiquer, là, et comme je vous dis, j'ai encore des gros doutes à savoir si c'est un communiqué officiel. Parce que quand tu fais un communiqué officiel, d'habitude, tu as une signature. Ben, normalement, tu n'as pas peur de mettre ton nom dessus. Non, tu as une signature, mais là, il n'y a pas de signature là-dessus. En tout cas, je n'en vois pas nulle part. Puis je vous la lis comme suit. Chers citoyens et citoyennes de Lorrainville, c'est avec une immense joie que nous vous annonçons une nouvelle qui marquera un tournant dans notre vie communautaire. Lorrainville accueillera le rodéo de camions du Témiscamingue. Jusque-là, déjà là, ça me tétille l'oreille. C'est bizarre parce que, tu as une annonce la semaine d'avant, puis là, tu lances ça comme une bombe, on va le dire ainsi. Notre municipalité est déjà un véritable pôle d'activité événementielle et nous avons toujours à cœur de dynamiser notre belle région. C'est dans cet esprit que nous avons pris l'initiative d'établir des contacts avec des passionnés du rodéo. Ça aussi, j'ai une bémol parce que j'ai quand même fait quelques téléphones avant de taper le podcast. Puis on me confirme qu'il n'y a pas eu de communication avec eux autres. Ouais. En tout cas, pas avec l'organigramme en place. Fait que ceux autres aussi ont tombé les nues, ils n'ont pas vu venir, ils ne sont pas au courant de rien. C'est dans cet esprit que nous avons nous avons réussi à mettre en place un partenariat qui nous permettra d'offrir un terrain municipal pour accueillir cet événement tant attendu. Ça aussi, je mets une gros point d'exclamation là-dessus parce que je me dis pourquoi qu'ils se réveillent là alors que pendant 1 an et quelques, le rodéo cherchait à avoir un endroit. Personne ne s'est manifesté. Et du jour au lendemain, quand on annonce qu'on s'en va en Ontario parce que les gens là-bas attendent avec impatience, puis ils sont prêts à les accueillir, puis ils ont les infrastructures, on garoche ça de même. Je continue. Le rodéo du Témiscamingue ne se limite pas seulement à des courses de camions. On souhaite en faire un événement familial qui attirera non seulement des visiteurs de toute la région, mais qui mettra également en valeur le Témiscamingue comme une destination incontournable pour les amateurs de rodéo. Ce sera une célébration de notre culture, de notre esprit communautaire et de notre fierté régionale. L'équipe municipale est prête à relever ce défi et à vivre cette belle aventure qui s'annonce ensemble. Nous allons faire en sorte que cet événement soit une réussite en rassemblant nos forces et en impliquant notre communauté. Je vous invite tous à vous joindre à nous, à soutenir ce projet et à vous préparer à vivre des moments inoubliables lors du rodéo du camion du Témiscamingue à Lorrainville. Merci à tous pour votre encouragement et votre passion pour Lorrainville. Ensemble, faisons de cet événement un grand succès. Fait que c'est un peu drôle de voir que l'événement a levé la main pour avoir de l'aide. C'est pas une problématique qui ont de la semaine dernière. Non. Puis que finalement, comme tu dis, un coup l'annonce faite, ben là, la municipalité servir de bord et dit bon, mais gars, Il y a deux choses là-dedans. Ça sonne fake, ça sonne un coup monté, ça sonne quelqu'un qui a voulu mettre du sable dans l'engrenage, juste pour faire chier un peu, faire paniquer le monde. Parce que comme je vous dis, je vous répète. Là, il a mis du caca dans le fan, comme on dit. C'est ça. Il a mis de la marde dans le fan, exactement. Tu sais, allez le voir, elle se promène sur les réseaux sociaux, là, puis je pourrais peut-être bien la partager sur la page Facebook de Rock-On. Tu sais, je vous l'ai dit, là, j'ai fait des téléphones, puis nous autres, on ne veut pas parler de travers notre chapeau. Il y en a qui sont spécialistes là-dedans. Il y en a qui aiment ça avoir le pôle de traction, puis ils vont tout faire pour avoir le prime time, puis avoir des auditeurs. Ils disent aussi n'importe quoi. C'est ça. Moi, je les laisse aller, c'est le vie, c'est correct. On laisse ça aux autres. Moi, je dirais pas que c'est pas vrai, mais je dirais pas que c'est vrai non plus. Parce qu'un communiqué, je répète, d'habitude, tu as des signatures, tu as un document officiel. Puis ça me paraît un peu n'importe quoi. Ben, si c'est réel, ben ça nous démontre un peu le sérieux du projet, parce que le communiqué qu'ils ont fait est un peu c'est un peu ordinaire. C'est bizarre parce que c'est un peu ordinaire. Même dans l'arrière-plan, tu le vois en pâle, il y a un camion. Là, une photo d'un camion. En espérant que le reste, si c'est vrai, que ce soit plus sérieux que le communiqué. Oui, mais c'est parce que si c'est vrai,
selon moi, puis ça, c'est moi qui le dis, là, ils sont un peu en retard. Là. Ça veut dire que là, ils s'engagent avec une bagarre pour dire, non, nous autres, on garde ça. Mais pourquoi vous n'avez pas levé la main? Là, Ben, c'est ça. Vous venez mettre des bâtons dans les roues d'une organisation qui travaille à garder l'événement en force, qui travaille... Parce que, tu sais, ils ont des billets à vendre, ils ont tout ça à vendre. Ils ont voulu garder l'événement dans la région. Ils ont tout fait pour le garder dans la région, puis il n'y a personne qui a levé la main ou les aider. Il n'y a personne qui les a approchés, même pas la municipalité. Puis comme on dit, à moins que vous ayez une preuve hors de tout doute du contraire, amenez-nous là. C'est ça, parce qu'on trouve ça... Moi, je trouve ça bizarre un peu. C'est ça. Soit qu'on manque d'informations, ou soit que cette lettre-là est bidon. Ben, c'est un ou l'autre. Il y a du monde là, qui veulent... moi, mon avis personnel, puis encore là, c'est moi, là. C'est Jason Quirion qui dit ça. Là. Je suis pas le dieu, puis je suis pas une vedette de podcast, puis je suis pas un gars qui est dans l'industrie du camionnage, dans le monde des courses. Mais mon avis personnel, c'est que ça semble à des gens qui veulent juste mettre un peu de marde dans le dossier parce qu'ils ont une crotte sur le cœur contre l'événement et qu'ils ont décidé de s'en aller là-bas. Si tu dis, je veux la garder dans le Témiscamingue, ben tu t'appelles la gang du rodéo, hey, on peut-tu s'asseoir ensemble? On peut-tu parler? Ouais. On aurait peut-être une idée, on aurait peut-être trouvé une place. On a encore une chance de faire de quoi ou on oublie ça? Parce que là, ça devient comme un autre événement qui se rajouterait. Ça peut être ça aussi. Y a-tu de la place? Ben, c'est là. Événement. Je veux dire, là, on le ferait où? On va-tu le faire en même temps? On va-tu diviser deux? C'est un peu bizarre. Cet événement-là, en tout cas. C'est un peu bizarre. Fait que c'est un dossier à suivre. Mais je vous le dis, là, partez pas en peur avec ça. Laissez aller des choses. Si c'est bidon, ben c'est du monde qui n'a rien à faire. Et voilà. Il faut vraiment que tu n'aies rien à faire. Mais ça, là-dedans, Jean-Michel, je sais qu'il y en a. Tu serais surpris. Qu'est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à faire pour avoir un peu de followers, pour avoir un peu d'attention? Là. Depuis un temps, je regarde ça sur les réseaux sociaux, je me dis, il y en a qui n'ont pas de vie. Il y en a qui s'en chargent des vies. Oui, non, je ne vais pas là et je n'irai jamais là. Je veux dire, on fait des podcasts pour s'amuser, mais on est authentique, on est vrai. Puis, tu sais, on est diffusé sur Truck Stop Québec pour la seule et unique raison parce que c'est une radio qui fait de la vraie radio, que la compagnie a le transport à cœur puis les événements à cœur. Une radio qui est sérieuse. C'est ça. On n'ira pas inventer des histoires pour être là puis on va faire des choses. Non. Moi, j'ai toujours dit, là, savez-vous quoi? Faire les choses dans les règles de l'art, faire les choses correctement, tu arrives toujours à tes fins et correctement. Mais si tu le fais de façon cavalière, si tu le fais de façon grossière ou si tu le fais de façon... que t'es pas dans la norme. Malhonnête, c'est ça. Oublie ça. Tu n'arriveras pas à tes fins, puis à un moment donné, ça va finir par te rattraper. Exact. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Dossier à suivre. Je ne compterai pas de mentir. J'ai parlé à des personnes. Oui, j'ai téléphoné à Luc Lafontaine. Lui aussi, écoute, il l'a su hier soir, puis il ne revenait pas, il ne comprenait pas rien. Là. Ils vont se parler, ils vont laisser décanter, voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais moi, mon appréhension, c'est que c'est un... Sans dire que c'est un faux, mais je pense qu'il y a de quoi de croche là-dedans. Ouais. On va laisser aller les choses. C'est sûr qu'on vous en parle dans le prochain podcast la semaine prochaine. Bon, Jean-Michel. Oui, c'est moi ça. T'es-tu prêt? Ben, on fait un test à l'aveugle. Je sais pas si je suis prêt. Ah oui, un fait test. Non. Là, je vais te demander quelque chose. Là, je vais suivre le micro avec moi. Faut que je me ferme les yeux. Ben oui, ça sera pas long, oui. Ça, tu vois puis c'était un breuvage. Ben oui, voilà. Tu me sors un verre. Voilà. Là, tu vas te revirer de bord. OK, faut pas que tu le voies. Faut que tu le voies. Là. Je vais aller fouiller parce que j'en ai à Glacière parce que tu sais bien que ça se vendait pas tout seul. Ça se vendait en 6 packs, cette histoire-là. Et écoute ça. Bon, on a entendu le son, tout le monde. Il ne regarde pas. Je vous confirme qu'il ne regarde pas. On a des indices. Bon, ouais, tu as des indices, mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Et puis, ça rentre tout dans le verre, cette histoire-là. T'es chanceux. Ben, en tout cas, idéalement, oui. On va déposer le petit breuvage là. C'était pas voulu, mais j'ai trouvé ça bon. OK, Jean-Michel, tu peux te revirer. OK. Je garde les yeux ouverts. Oui, là, tu peux te revirer. Regarde moi. C'est pour toi, ça. OK. Avant de dégoûter, là. Ben, à première vue... Ça ressemble à quoi? On dirait du Pepsi ou un Coke, là. Bon. Déjà là, oui, ça sent quoi? Ça sent... Oh, j'aime ça. J'aime ça. Ça sent quoi? Ça sent aussi un petit peu le Coke ou le Pepsi. Mais c'est aromatisé, puis j'ai de la misère à trouver quoi. J'ai de la misère à trouver quoi. OK. Vas-y. Je sais pas si c'est du rhum, je pense non. Je pense pas. Non. Vas-y, vas-y. Prends une gorgée. Sois honnête. Et, OK, il y a eu une hésitation. D'ailleurs qu'on n'ait pas le vidéo de ça, là, mais... Une hésitation, je prends une deuxième gorgée. Puis? C'est bon, mais je trouve pas. C'est bon? Pour vrai, t'aimes ça? Ben, c'est pas mauvais, oui. On dirait vraiment du Coke ou du Pepsi. Oui, c'est aromatisé. Ouais. C'est aromatisé, puis mais que je te dis, c'est quoi, tu vas faire? Voyons, mais je te montre la canette, voyons, c'est bon.
Sérieux? Je trouve pas quoi. Non? Ah, il y a une troisième gorgée. Et... Mais c'est un bonbon, c'est de quoi tu Ben oui, c'est bon. Puis là, je vous dis, là, c'est très léger. Là. il n'est pas au courant. Là. Pour vrai, c'est pas stagé. C'est très subtil. Ouais. Mais c'est pas des Cheerios. Non. Et, voici, tu tournes un peu autour de... C'est un bonbon, ça. C'est pas tout à fait un bonbon, mais c'est dans la catégorie friandise. J'ai déjà mangé ça, c'est sûr. C'est certain. J'ai déjà mangé ça. Oui. Mais c'est... Mais je te donne un indice? Oui. Tu trempais ça dans ton lait. Des Oreos? Oui, monsieur! Ah, ouais, ok. Oui, attends un peu, check ça. En me disant ça, j'ai allumé assez rapidement. Voilà, Mais, la canette. OK. Ben oui, c'est un Coca-Cola zéro sucre Oreo. Hey, écoute, moi, quand j'ai entendu ça à la radio, je disais une joke. Il niaise. Tu sais, il déconnait, puis il parlait qu'il avait bu ça à l'épicerie, Coke à saveur d'Oreo. Je disais, c'est une joke, là. Ça se peut pas. Là. Mais hier, en faisant l'épicerie, avec ma chérie d'amour, je vois ça, je dis, tabarouette, je la jette. Elle dit, voyons. Mais c'est bon. C'est bon. Puis en le sachant, ben là, oui, le petit arrière-goût, le petit goût tu l'as capté, que hein? j'avais en bouche, c'est clairement ça. Tu l'as capté, hein, c'est ça. Mais c'est ça. Quand tu le sais pas, c'est pas facile à... Ouais, parce que le goût est quand même subtil, mais c'est bon. Mais tu sais, tu penses pas à ça. Un Coke à saveur d'Oreo, tu fais... ça va se goûter... Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Le test est bon. Oui. Ah, mais j'aime ça. Des petits oui. tests à l'aveugle. Ben écoute, je t'en ferai faire d'autres. Je vois que t'aimes ça. T'es un bon candidat. Exact. Fun, peut-être que la semaine prochaine, ça sera moi. Il m'en reste 5. Ah, ben moi, je vais pas trouver avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Fait que, ouais, c'est édition limitée. Ça se vend. Moi, je l'ai pris au Super C, Sainte-Marie-de-Beauce. C'est un Coca-Cola zéro sucre, mais Oreo. En fait, il y a zéro sucre, mais il y a le goût d'Oreo. Fait que ça vient peut-être compenser le zéro sucre. Je sais pas. J'ai un 6-pack, fait que c'est sûr que je m'en rouvre un. Puis celui-là du dîner. Avec une bonne poutine, ça va être bon. Mais là, toi, tu as goûté. Non, zéro. C'est le premier. OK. Je voulais que tu sois mon test spoiler, comme on dit. Ouais. C'est bon, je reprends. Ouais, là, je le sens. Ouais, là, c'est ça. Là, quand on le sait, hein, exact. C'est vrai que quand on n'est pas sûr, on se creuse la tête. Un coup que tu sais, on dirait, ah ouais, là, ça... Oui, ça sent ça puis ça goûte ça. Mais c'est un peu comme des raisins Costco, Cotton Candy. Là. Ouais. Tu sais, tu vas dire ça à quelqu'un, c'est des raisins. Non, c'est pas des raisins. Hein. Prends le temps d'y goûter, prends le temps de savourer. Puis c'est vrai qu'ils ont un petit goût. Moi, je suis rendu accro. Là. Je peux pas me passer de quand je vais au Costco. Les enfants chez nous aiment ça beaucoup. Je n'étais pas un amateur de raisins, mais depuis que j'en mange, là, écoute, je peux pas vous dire si c'est bon aux santé ou pas, mais j'en mange. Écoute, je mange des fruits. Soyez indulgents à mon endroit. Je mange des fruits, c'est quand même pas pire. Bon, ben écoute, le test est réussi. Allez vous en chercher. Dites-moi, oui, j'aimerais ça, les auditeurs là, qui nous écoutent. Les camionneuses qui sont sur la route, si vous avez goûté à des choses bizarres, j'allais dire des bizarreries, là, mais vous avez goûté à des breuvages bizarres que, tu sais, aux États-Unis, il y en a plus des produits de même un peu funky. Là, on a vu des chips au PFK. Mais il y a d'autres choses. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça que vous nous écriviez sur notre page Facebook de Truck-On, soit en Messenger ou sur le commentaire du podcast. C'est quoi que vous avez goûté le plus weird et que peut-être que vous pourriez nous envoyer qu'on déguste, moi Jean-Michel? Ce serait le fun. Oui. Faire un petit podcast avec des goûts bizarres. Là. Moi, je suis testeur. Moi, je dis pas non. Je dis pas non à ça. Ça serait le fun. Fait qu'écrivez-nous sur la page Facebook de Truck-On. Puis, écoute, on rentrera en contact avec vous. On essaierait de trouver un moyen d'avoir de 10 produits, au moins de le trouver de notre côté. Ouais. Ça serait pas pire là-dedans. Ça fait pas mal de tour, mon ami Jean-Michel. Yes. Pas rien d'autre de ton côté. Non, tout est sous contrôle. Complet, exact. Bon, ben le 68e podcast est déjà canné. Merci d'avoir été là. Merci. Salutations à nos auditeurs de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. N'oubliez pas qu'on est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Allez vous abonner à notre page Facebook. Allez liker nos commentaires, nos publications. Allez vous abonner à la page Facebook de Truck Stop Québec et celle de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. N'oubliez pas, vous avez des problèmes de mécanique de véhicules lourds, que ce soit des camions, des pelles, des loaders, des concasseurs, tout ce que de moteurs diesel, même des moteurs stationnaires diesel, on fait ça. Oui. Appelez-nous 418-291-1234 ou 581-309-559. C'est moi ça. Puis moi, je m'engage à aller vous rencontrer. On établit une stratégie ensemble, puis on va vous servir. Vous allez
Comme on dit, d'essayer, c'est d'adopter. Exactement. Jean-Michel, on termine ça comment? Truck on. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!